Dans ce nouveau numéro en direct du Buzz TV de TV Magazine, nous sommes partis pour une demi-heure de direct avec vous, toutes vos questions et notre invité du jour. Alors vous allez le découvrir, il représente à lui seul une miche de bonheur que l'on a envie de garder tout le temps dans sa cuisine, car depuis ses débuts à la télévision, il y a quasiment 10 ans, ce savoureux concentré de bonne humeur n'a jamais rassis. Vous l'avez adoré dans une émission où il sortait du pétrin des criminels de la cuisine, capable de mélanger parfois des gambas avec de la poudre chocolatée, c'était possible. Mais s'il vient nous revoir sur ce plateau ce matin, c'est parce que ce jeune gourmet dynamique est loin de devenir un vieux crouton. Lui, il a du pain sur la planche, la preuve avec cette émission qu'il a pétrie aux 4 coins de la France. Et vous allez le voir, quelle croustille à chaque endroit. Bonjour Norbert Tarrer. Bonjour, dis donc, une petite présentation comme ça, je la veux tous les matins. Moi. Écoutez, je veux toujours ça. Il est pétillant, il a de la miche, il y a tout ça, là j'adore. Tous les jeux de mots avec la baguette, je l'ai fait. Enfin, à part mener à la baguette, etc., je vais essayer de la placer durant l'interview, mais c'était pas facile. C'est très bien ça, c'est une très belle fiche d'identité. Hein. Alors justement, la meilleure boulangerie de France, c'est le nom de l'émission que vous animez en compagnie de Bruno Cormeret chaque jour à 18h40 sur M6. Vous avez donné le coup d'envoi de la 8e saison, c'était ce lundi devant 1,8 million de téléspectateurs. Ouais, déjà une question très pratique hein, pour ceux qui nous regardent à cette heure-ci et qui s'apprêtent à aller chercher leur pain. Une bonne baguette de pain, c'est quoi? Parce qu'on se pose tous cette question. Alors une bonne baguette de pain, je vais être je vais vulgariser. La bonne baguette de pain, elle a des bouts pointus. Les bouts carrés, c'est que ça n'a pas été façonné à la main. Ah, donc c'est pas dire que c'est moins bon, mais c'est une étape de fabrication qui est chintée, donc forcément on aura une mie différente. Mais le fait qu'elle soit bien pointue, ou arrondie en tout cas, qu'elle a des pointes, et qu'après elle soit bien colorée, une belle cuisson, et surtout il faut qu'elle chante, vous la prenez un peu, vous appuyez dessus comme ça, et puis il faut qu'elle commence à croustiller. Et puis surtout le petit must, c'est si le boulanger a mis dans la fabrication du levain. Voilà, du levain. Le levain, c'est une fermentation naturelle avec de l'eau et de la farine qu'on laisse prendre comme ça, et c'est un agent de fermentation qui a des pouvoirs fabuleux. Vous avez mangé déjà des baguettes horribles, des choses vraiment qui étaient immangeables, oui, ça arrive? Oui, on a déjà eu, alors pas immangeables, mais on a eu des choses, mangeables. En tout cas, spectaculaire, c'est que sur cette saison, on a mangé un pain fait avec de l'eau de vie. Un pain fait de l'eau de vie. Ah ouais, une sorte d'alcool local, et avec Bruno, on a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Hein. C'est qu'après, on doit débriefer devant la caméra, et c'est qu'on n'était pas très bien. Pour quelle raison? Vous aviez 6 grammes dans chaque bras, c'est la raison? Quasiment, ouais. On a attendu au moins 2-3 heures avant de reprendre la voiture rouge, là, et voilà. Mais c'était assez spectaculaire. Et non, après, le bon pain, c'est celui-là, c'est celui qui chante. Après, baguette de tradition, c'est un poids, c'est 250 grammes environ cuite. Et puis elle doit avoir une jolie forme, assez allongée comme ça, et puis une belle couleur. Eh bien, on va en parler dans quelques instants. Je rappelle que nous sommes en direct sur Figaro Live, sur la page Facebook de TV Magazine et sur le Figaro.fr. Vous pouvez poser toutes vos questions à Norbert Tarrer. Qu'est-ce que vous appréciez particulièrement dans cette émission? Est-ce que vous aimeriez voir Norbert dans plus d'émissions encore sur le petit écran? Vous avez des questions sur la préparation de votre pain? N'hésitez pas, il est là, c'est gratuit. Posez-lui toutes vos questions. On y revient juste après les news médias de Sarah Lecoeur. Salut Sarah. Salut Damien, bonjour Norbert. Bonjour Sarah, vous allez bien? Ça va très bien. J'adore votre tenue, il faut le souligner. Moi, quand c'est joli, c'est le colonel Moutarde en marinière, c'est génial. Je suis pas Christina Cordula, mais quand même, je tiens à souligner, marinière, je suis jaune comme ça, c'est super beau. Elle pensait que c'était Christina Cordula, donc voilà. Je suis désolé. Alors Sarah, on va commencer avec les audiences comme chaque matin. Quelle est la chaîne qui est arrivée en tête hier? Eh bien, c'est TF1, grâce à La Promesse. Vous savez, cette mini-série avec Sophia Essaidi et Olivier Marchal, c'était le final hier. Eh bien, 7 200 000 fidèles ont regardé les 2 derniers épisodes inédits, ce qui représente 33,5% du public. C'est énorme. Moi, je peux vous parier, ça y est, que la série rentrera dans le top 10 des audiences de l'année. Hein. Et France 3 suit avec Impitoyable, le western de Clint Eastwood à 2 300 000 téléspectateurs et 10,3% de part de marché. Et M6 est 3e avec Journée en enfer, long métrage porté par Bruce Willis et Samuel L. Jackson. Un peu plus de 2 millions de cinéphiles et 9,5% du public. Et terminons sur la TNT avec TMC qui tire son épingle du jeu grâce à Momo, un film français cette fois-ci, avec Christian Clavier et Catherine Fro, à 950 000 personnes et 4,2% du public. Plus de 7 millions de téléspectateurs encore pour la fiction française, c'est incroyable. Alors vous, je sais que la fiction, ça vous intéresse parce que je me souviens que vous aviez émis le souhait d'apparaître dans Les Tuches 4. Ouais. Est-ce que votre demande a été entendue? Non. Après, je pense que c'est quand même un gros barnum. Moi, je trouve que c'est un super film. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup touché.
Et non, après, il y a aussi beaucoup d'acteurs. Hein. Je fais des demandes parce que je passe à la télé, mais c'est un sacré travail. Déjà, je monte sur les planches et c'est un sacré boulot. Mais justement, vous montez sur les planches, est-ce que vous aimeriez aller en fiction à la télévision? Oui, bien sûr. C'est des petits appels du pied que vous faites aussi? Bien sûr, toujours. Faut toujours proposer, faut toujours se présenter, et puis dire toujours qu'on est là, qu'on existe. Donc, c'est pas prétentieux, mais c'est toujours ambitieux. Voilà, l'ambition. Allez, on poursuit ces infos médias avec l'animatrice Karima Charny qui fait des révélations à l'époque où elle travaillait sur Fun Radio. Oui, c'était sur Non-Stop People auprès d'Evelyne Thomas. Eh bien, Karima Charny, qui a été découverte, je vous le rappelle, en 2004 dans la Star Academy sur TF1, eh bien, elle est revenue sur son expérience dans l'émission Loving Fun sur Fun Radio. C'était en 2013, une expérience qui n'a duré à l'époque qu'1 an et demi en raison de l'ambiance qui régnait. À bout, elle a quitté du jour au lendemain la station avant de faire une longue dépression. J'étais la seule fille dans une équipe d'hommes, le mouvement MeToo n'existait pas et j'ai subi beaucoup d'attaques sur le fait d'être une femme et d'être musulmane, a-t-elle raconté. Alors toujours selon son témoignage, les insultes fusaient et un jour elle aurait craqué juste avant de prendre l'antenne. La chroniqueuse de la matinale de LCI le week-end aujourd'hui dit avoir alerté la direction de la station qui appartient au groupe RTL, je vous le rappelle, mais sans obtenir du soutien de sa part. Je n'avais pas de preuves, je devais considérer ça comme un amusement, dit-elle encore. Norbert, vous, est-ce que vous avez déjà été victime de harcèlement? On sait que le monde de la cuisine n'est pas un monde tendre, c'est vrai. Il y a déjà eu des commis qui sont montés au créneau pour indiquer que dans les brigades, ça se passait pas toujours bien. Est-ce que ça s'est passé ce genre de pratique? Alors, je dis que moi, je suis contre la violence en cuisine. Je suis contre même le harcèlement. Moi, la génération dans laquelle j'étais déjà j'ai terminé la fin d'une génération. J'en ai débuté une nouvelle. Il y a encore une nouvelle qui vient de commencer maintenant. Moi, je ne vais pas vous mentir, j'ai un caractère fort et il fallait qu'on me monte dessus verbalement, physiquement, parce que sinon je réagissais à l'inverse. C'est-à-dire que je prenais le pli sur le chef et j'étais capable de lui retourner sa cuisine. Donc, moi, je l'ai pas mal vécu parce que c'était dans mon tempérament de choc. Et puis, je venais d'un milieu où aussi on était dans la rue. Donc, forcément, c'est la vie, quoi. C'est comme ça, c'est marche ou crève. Après, je ne suis pas pour les violences. Je pense qu'aujourd'hui, on peut avoir une pédagogie, être pédagogue différemment, transmettre des choses différemment. Moi, pour moi, dans ma génération, je suis bien tombé parce que j'en prenais plein la gueule et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis fort dans ma vie, je suis fort dans ma tête. Pourquoi aussi? Parce que je n'ai pas fait le service militaire. Et pour moi, c'est un élément essentiel dans la vie d'un jeune, c'est au moins de connaître le service militaire, les règles, le cadre, et puis au moins avoir cette autogestion de soi. Moi, la cuisine, ça m'a rendu comme ça. Après, je ne le regrette pas. J'aurais pu la vivre différemment. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent sur mes réseaux, qui me demandent, j'ai arrêté la cuisine à cause de mauvais chefs, voilà, parce que ça s'est mal passé. Bon, écoute, après, c'est une question de tempérament, mais aujourd'hui, je suis contre la violence en cuisine. Et l'écoute, la pédagogie, le respect dont vous parlez dans une brigade, est-ce que c'est monnaie courante aujourd'hui ou ça reste malheureusement une infime minorité et la plupart des gens, c'est vrai, ont tendance à mal se comporter? Non, aujourd'hui qu'on soit dans l'élite des 3 étoiles Michelin ou même dans une petite auberge, on a envie que ça se passe bien. Le bon personnel se fait rare. Les bons patrons commencent à émerger, c'est-à-dire qu'ils comprennent qu'il faut avoir aussi de l'écoute, il faut être dans la pédagogie. Moi, dans mes restaurants, j'ai à peu près plus ou moins 300 salariés. Mes chefs ont une forme de formation pédagogue. On les prend aussi sur un aspect humain, pas que sur la qualité technique de leur cuisine, mais aussi sur l'approche qu'ils ont avec les hommes et les femmes qui nous entourent. Donc, ça se passe très, très bien. La preuve, c'est qu'on a le moins de turnover possible, c'est-à-dire qu'il y a moins de personnes qui s'en vont au mois. Donc, ça prouve que ça marche. Donc, on peut avoir une pédagogie plus douce, plus humaine, et puis ça passe. Exactement. Alors, on va terminer avec quelqu'un qui n'a pas une pédagogie très humaine. Ah bon? Non, il s'appelle Joe Exotic, le roi de la coupe mulet. Vous allez le voir à l'écran. Une figure bien connue des abonnés de Netflix qui espérait une grâce de Donald Trump, mais la grâce n'est jamais tombée. Mais oui, Norbert, vous connaissez Joe Exotic ou pas? Je le condamnerai pour la coupe de cheveux. La mienne n'est pas super, mais... Je pense que ce n'est pas étranger au fait qu'il ait pris des années de prison. Oui, alors, vous le dites bien, Damien, l'ex-patron de zoo américain, star de la série documentaire de Netflix Tiger King, purge depuis plusieurs années une peine de prison de 22 ans pour tentative d'assassinat sur sa rivale et cruauté envers les animaux. Alors, il réclame une grâce présidentielle depuis plusieurs mois. Il a envoyé des dizaines de lettres à Donald Trump et même à la star de télé-réalité Kim Kardashian. Jusqu'au 20 janvier, date du dernier jour de pouvoir de l'ancien président américain, il espérait un geste. Eh bien non,
Donald Trump a gracié 73 personnes, dont les rappeurs Lil Wayne et Kodak Black, mais pas l'homme à la coupe mulet de 57 ans. Via son équipe sur Twitter, l'intéressé a partagé sa déception. « J'étais trop innocent et trop gai pour mériter le pardon de Trump », écrit-il. « Je n'avais pas d'importance pour Don Jr. que lorsqu'il avait besoin de popularité sur les réseaux sociaux, comme nous avons été stupides de croire à une justice pour tous. » Voilà, ce sont ses mots. Et il reste en prison. Mais c'est sa rivale de coupe de cheveux qu'il a voulu assassiner ou c'est ça, exactement. C'est quoi, ce qui est triste dans cette histoire, c'est que Sarah me disait hors antenne qu'il n'a plus cette coupe mulet là en prison. Ah, d'accord. Ça, c'est triste. Vous Il voyez, ne l'a plus. Ça, c'est quand même triste. Alors, je ne vais pas vous interroger sur le retour de la coupe mulet, qui est, c'est vrai, l'une des informations les plus tristes de cette fin Je me d'année moque pas 2020. trop parce qu'à l'époque j'avais des rouflaquettes, j'étais pas mieux que lui, mais là en ce moment c'est le blond, moi, c'est le blond avec les petites. Vous aviez la coupe mulet, alors on va arrêter cette interview tout de suite. Voilà. Non, je plaisante, mais on va effectivement parler des États-Unis parce que je sais que vous y rendez assez régulièrement et ces derniers temps ont été marqués justement par des événements aux États-Unis qu'on connaît bien avec la prise du Capitole, les tensions entre les partisans de Donald Trump et de Joe Biden. Vous, de quel œil avez-vous vu ça en tant que semi-résident aux États-unis, si je comprends bien, vous y êtes quand même assez souvent. Bien sûr, j'y suis allé depuis le confinement, donc voilà, ils ont fermé les frontières le 21 mars, je crois. Ouais. Moi, ce que je vis, c'est un pays qui est différent de la France, avec une mentalité totalement différente, un style et un mode de vie, puis une mentalité et une approche de la vie qui est totalement différente de celle que je vis en France. Sur certains points, les Américains sont plus pragmatiques que les Français. Les Français sont beaucoup plus protectionnistes que les Américains. Ça vit différemment, ça consomme différemment, ça voit les choses différemment. Nous, ce qui nous choque sur le régime social et médical, c'est pas le cas forcément dans la généralité. Je prends des pincettes quand je dis ça. On n'a pas le même aperçu, c'est pas le même vécu, c'est pas la même histoire, c'est pas le même ressenti. Donc les États-Unis, c'est beaucoup plus compliqué que la France. Mais moi, je compare toujours la France et les États-Unis avec des fruits. Les États-Unis, c'est une noix de coco. C'est très dur pour y rentrer, mais une fois qu'on est dedans, on est bien. La France, c'est une pêche. Et on est très bien une fois qu'on rentre, mais quand on veut vraiment s'installer, il y a un noyau au milieu. C'est plus dur. Et en tant que chef d'entreprise, vous préférez quel endroit? Vous préférez les États-Unis pour développer votre business ou bien la France où effectivement vous butez sur un noyau peut-être un peu compliqué? En France, ça marche super bien. Ouais. Bon, on vient en confinement, donc aujourd'hui, c'est un peu plus au ralenti, mais on a 6 restaurants, on en prépare 3 autres derrière quand même. On attend que ça soit déconfiné, mais on a 3 autres projets derrière. On lance quand même des super beaux projets. On va peut-être lancer une licence de restaurant. Et aux États-Unis, j'ai rien à part. J'ai acheté une bicoque et j'ai fait un placement parce que là-bas, il n'y a pas de PEL, il n'y a pas de Codévi, donc j'ai fait un petit placement sur un appartement. Ouais. Mais les États-Unis, oui, quand vous rentrez, une fois que les feux sont au vert, il n'y a pas 36 000 questions. C'est pas la même démarche administrative. Un exemple, j'explique aux gens, vous achetez une maison, vous louez un appartement, vous payez pas, un mois après, vous êtes dehors. Pour certains, ça va les choquer. Mais pour d'autres, quand vous êtes propriétaire et que vous avez mis en location, je pense j'ai des amis qui en ce moment, malheureusement, avec le Covid, ils ne sont pas rémunérés sur leur loyer. Ils sont là aussi. Donc, tout est une question de vision et de perception. Mais il n'y a rien n'est magnifique nulle part, en fin de compte, de toute façon. Après, c'est une question d'envie. Moi, j'ai des amis qui n'iront jamais aux États-Unis, qui préfèrent aller, je ne sais pas moi, en Italie, au Portugal, et ne mettront pas les pieds aux États-Unis. Mais moi, ce que j'aime, c'est ma mentalité. Marche ou crève, c'est quelque chose qui me plaît au quotidien. Voilà. Préférer effectivement les spaghettis, la morue au burger, ça peut arriver, effectivement. Ah, mais attention, ils mangent très très bien. Et maintenant, les Américains sont très très forts sur la nourriture. Bon, après, ils sont venus dans le berceau de l'humanité de la cuisine, c'est la France. Tous les plus grands chefs ont traversé la France pour venir s'inspirer des techniques françaises. Et après, ils sont repartis dans leur pays. Mais il ne faut pas oublier que n'importe quel grand chef aujourd'hui dans le panel de la gastronomie est venu au moins une fois en France pour voir le savoir-faire à la française. Et vous allez mettre en lumière l'une des richesses de notre patrimoine gastronomique, c'est la baguette dans la meilleure boulangerie de France. On en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas bien loin, cher Norbert. Restez ici, vous êtes interrogé, vous êtes en garde à vue, Il va falloir que vous ne disiez que la vérité et rien que la vérité. Je dis la vérité, je dis toujours la vérité. Alors vous animez la 8e saison de la meilleure boulangerie de France, je le rappelle, en compagnie de Bruno Cormeret. C'est chaque jour à 18h40 sur M6. C'est une compétition au cours de laquelle des boulangers doivent relever des défis pour espérer remporter le programme. Alors déjà, très concrètement, comment ce concours se déroule-t-il en fait? Quelles sont les étapes? Les étapes, on s'arrête dans une région. Par jour, on a 2 boulangeries qui s'affrontent. On note la boutique, l'accueil, comment sont présentés les produits, des produits qui composent aussi la boulangerie, et on goûte un produit. Ensuite, on passe au laboratoire, dans le fournil, d'accord. Et là, on est avec le boulanger et il nous présente son produit phare, son produit référent, d'accord. Donc, il nous montre les gestes, il nous explique comment il le fait. Et après, on goûte.
Donc on donnera une note aussi là-dessus. Et après, on passe sur une épreuve qui est donnée cette année par des stars, des guests, Sylvie Tellier, Chantal Latsou, Baptiste Biconi, Philippe Candeloro. Et donc, ils ont un produit dans lequel ils doivent l'intégrer dans un produit boulanger. Voilà, donc ça donne une note. Et après, on fait le cumul des notes. Et après, soit ils passent, soit ils passent pas. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce que vous venez de dire, c'est on goûte. Vous avez visité 130 boulangeries. À un moment donné, est-ce que vous avez pris un peu de brioche dans cette boulangerie ? La brioche, alors moi, l'expérience m'a fait comprendre qu'en fait, la gourmandise, ça se paye à un moment ou à un autre. Mais, donc je me suis mis, je goûte toute la journée. Le soir, je fais flocons d'avoine avec du lait et puis beaucoup de sport. Et puis ça passe. Mais c'est vrai qu'avec Bruno, cette année, on a mangé à peu près 80 kilos. 80 kilos ? Ouais, 80 kilos à 2, 40 kilos chacun. C'est de la gourmandise, vous rentrez, vous avez des effluves de beurre, c'est ce pain qui sort, qui chante, en plus encore chaud. Puis quand vous avez des pains un peu spéciaux, des campagnes ou des pains type un peu allemand, un peu nordique, comme ça, avec des fruits confits, vous imaginez les effluves. Donc, et puis après, il y a la pâtisserie, vous êtes là, vous n'en pouvez plus. Donc voilà, vous commencez à goûter. Puis après, il y a la gentillesse de tous les boulangers chez qui on est passé, qui nous offrent toujours quelque chose. Sans compter les artisans qu'on croise aussi, parce qu'on fait des cartes postales. Donc on va avoir des artisans qui nous font manger. On s'est fait un kiff énorme, c'est qu'on a découvert du caviar. Et le monsieur nous accueille gentiment dans ses bureaux, et là, il nous fait une dégustation de caviar. Moi, j'ai fils de poissonnier, donc je connaissais bien, mais on imagine qu'on est avec toute l'équipe quand même. Donc on est avec les caméramans, tout ça, et on se partage un kiff avec des rillettes d'esturgeon, tout ça, enfin tous les produits dérivés du caviar, quoi. C'était magnifique. Et donc avec tout ça, vous n'avez pas pris le moindre gramme grâce à votre sport. Ah bah, vous êtes un champion. Non monsieur, j'ai perdu 22 kilos, je m'y tiens. Respect, Norbert Tarrer. On va du côté des internautes, Sarah ? Allez, on a Elisabeth qui est une fidèle. Ouais. Ces gâteaux et pains à Rueil sont délicieux, nous écrit-elle. Félicite Valentin, mon boulanger-pâtissier Valentin. Voilà. Et je vais prendre cette question d'actualité de Bertrand qui s'interroge sur le guide Michelin. Oui. Il vous demande s'il fallait supprimer cette année les étoiles. Ça a fait débat. Et certains restaurants se sont vus déclassés. Je pense notamment à celui de Jean-François Piège à Paris. Est-ce que cette année de Covid, il fallait supprimer ces étoiles ? Alors moi, je suis pas quelqu'un qui rentre dans la polémique. Je suis désolé, mais je veux dire une chose. Le guide a voulu maintenir. Il s'arrange avec tous ceux qui sont affiliés au guide Michelin. Moi, je dis juste une chose et aux gens, on a hâte de retrouver nos étoiles, tous, même ceux qui ne sont pas référencés au guide Michelin. Et nos étoiles, ce sont nos clients. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, un monsieur comme la stature qu'il a, monsieur Piège, je pense que les étoiles, je sais que pour un homme et un cuisinier passionné comme lui, ça a une importance. Moi, j'ai envie de lui dire qu'il suis fan de ce monsieur, fan de sa cuisine. Monsieur Piège, pour moi, vous me ferez toujours rêver. J'aurai toujours 3 étoiles pour vous. Voilà. Vous ne courez pas après les étoiles ? J'ai eu en tant que patron, il y a quelques temps, une étoile Michelin à l'Escargot 1903. Et mon chef était Paolo Biscaro. Il a eu l'étoile. On était fiers. Mais ça demande beaucoup d'investissement financier. Ça demande beaucoup d'investissement en termes de temps, en termes de tout. Et pour le retour financier que ça procure, j'avais pas envie. En fait, c'est les gens qui ont des étoiles. Et je salue Maury. Alors, il me connaît pas, mais on se connaît par Top Chef. Voilà. Et je salue Colline Folquier, qui est à Marseille. Elle, je suis fan de cette femme. Parce qu'elle a vécu des moments très compliqués dans sa vie. Et d'avoir été récompensée cette année, je pense que pour elle, c'est vraiment ce qu'elle méritait de mieux, quoi. Parce qu'elle s'est vraiment battue. Et je sais qu'elle a été aidée par Monsieur Saran. Donc, comme quoi, voilà, c'est pas que de la télé. Ouais, c'est pas que de la télé. Derrière, il y a vraiment des liens qui se créent. Et il y a toujours des déçus, il y a toujours des gens qui sont heureux. Je pense à Colline et Maury qui doivent être vraiment heureux parce qu'on a une étiquette Top Chef. Certains nous la remettront toujours en cause. C'est que de la télé, c'est pas des. Voilà. Et puis là, d'un seul coup, on est validé par un guide. Et puis d'autres, ils se font un peu destituer, comme Jean-François Piège. Mais nous, on sait. Nous savons que ces chefs comme Jean-François Piège ou je sais pas, moi, je pense à M. Paco ou Guy Savoie ou même M. Paul ou toutes les équipes de M. Paul Bocuse. On sait la valeur qu'ils ont. Après, ça reste un titre, mais moi, ça ne change pas l'humain, ça ne change pas le passionné et le professionnel qui est Monsieur Piège. Vous parliez de cette étiquette Top Chef, elle est encore lourde à porter, cette étiquette. C'était il y a presque 10 ans déjà. Elle n'est pas lourde, elle est hyper agréable à porter, mais c'est vrai que lorsqu'on rentre, on passe. Alors aujourd'hui, grâce à Top Chef et grâce à M6, aujourd'hui, le fait qu'ils aient fait perdurer, c'est le seul programme. Je me rappelle qu'en face, il y avait un autre concours sur TF1. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, ça légitimise tout. Même pour nous, les anciens,
on n'est plus regardé comme si on était de la télé-réalité. On est devenu vraiment un concours national et même international, parce que des fois, il y a des chefs français qui sont à l'étranger qui viennent faire le concours de l'excellence. Ouais, je suis très heureux, je suis très fier. Je suis très, très fier. Moi, quand je vois Stéphanie Lequelec qui est en place, Fanny Ray, Pierre Roger, Colline, Pincemin qui est à Versailles, Xavier, même. Et tristement, je pense à lui, alors on ne se connaît pas beaucoup non plus, c'est Thibaut Sombardier qui ne va pas réouvrir Antoine, qui est un restaurant place de New York, je crois. Enfin voilà, je suis à peu près tout le monde. Ou Tabata qui a refait sa vie et qui est aujourd'hui en couple et qui a une étoile Michelin à Lyon. Enfin voilà, moi je suis hyper heureux et ça reste quand même un concours un peu, je dis ça. Ça restera pas l'excellence au Mérovée de France, mais ça reste le concours publiquement reconnu d'être un chef de cuisine confirmé par Top Chef. Alors, concernant la meilleure boulangerie de France, Norbert, l'un des secrets de cette émission qui s'étend déjà sur plusieurs saisons, c'est sa capacité aussi à rafraîchir sa mécanique. Quelles sont les Comme rafraîchir un levain. Comme rafraîchir un levain, vous voyez. Vous avez vu la métaphore, elle est filée jusque dans les questions. C'est magnifique. Quelles sont les nouveautés que vous avez injectées pour cette nouvelle saison? Alors, la nouveauté déjà, c'est que nous avons parcouru 13 régions. Là, on a fait toute la France. On s'est dit, tiens, Bruno, t'es prêt, t'es chaud, allez, on prend une voiture, on fait toute la France. Et donc, plus de boulangeries, 130. Avant, on faisait 8 boulangeries par semaine. Là, on en a fait 10. Donc, autant vous dire que le rythme est intense. Et puis, on a injecté des fraîcheurs comme beaucoup plus de cartes postales. Ce qu'on appelle la carte postale, c'est de prendre le temps d'expliquer la région où on se trouve, les producteurs, les gens qui font vivre cette région tout autour, et grâce aussi à la boulangerie qui s'y trouve. Donc, on parle aussi du patrimoine français et aussi par des choses assez incroyables. C'est les stars qui viennent de région. Moi, je ne savais pas que Sylvie Tellier venait d'une région. Chantal Latsou avec la confiture de Picon, Baptiste Jabiconi. Philippe Candeloro également. Philippe Candeloro, qu'on était voir pendant qu'il tournait sa dernière tournée avec Holiday on Ice. Donc voilà, c'est des petites. On n'essaie pas de toujours tout bousculer, tout refaire. On reste sur des bases un peu classiques. C'est une belle cuisine classique, de la boulangerie classique. Et après, le reste, la vraie fraîcheur, c'est les boulangers. On a un casting qui se prend la tête. Et en plus, avec le confinement, là, le Covid qu'on a vécu, ils sont pris la tête parce qu'il y a des gens qui sont venus, qui sont partis. Enfin bref, il y a des boulangers qui avaient très peur aussi. Vous avez tourné sur un an, hein, c'est ça. Et ça a compris le confinement. Ouais, exactement. Donc on s'est interrogé. Il y a des boulangers qui ont eu peur. Il y en a d'autres qui n'ont pas pu ouvrir. Il y en a d'autres qui étaient en travaux et qui n'ont pas pu ouvrir à cause de ça, à cause du confinement. Bref, le casting et en fait, le vrai talent de cette émission, c'est nous on les met en avant, mais on allume la lumière, quoi. On met la lumière sur les boulangers, mais c'est les boulangers en soi. On a quand même des gens assez atypiques, des reconversions. On a des jeunes, on a des moins jeunes, et puis leur style. Celui qui vous a le plus ému de boulanger, est-ce qu'il y en a un qui vous a particulièrement marqué au cours de cette saison? Cette saison, en fait, ça a été remarquable. Moi, je ne peux pas dire parce que je vais spoiler, vous le verrez, mais j'en étais sûr. Enfin, moi, j'en étais sûr. Pour moi, c'était une évidence. Il y a des gens, vous rentrez, vous mettez le premier pas dans leur boutique, le deuxième en labo, et vous savez très bien où ça peut aller. Et voilà, et c'est formidable. Enfin, moi, je vous dis honnêtement, je suis heureux, et on les rend à l'honneur. En plus, on leur rend hommage aux boulangers parce qu'ils ont été quand même le commerce de proximité qui a été le premier à être ouvert avant toute chose. Et ils nous ont fait vivre des moments incroyables. Moi, j'adore. Je me prenais, comme j'avais qu'une heure, on avait qu'une heure pour sortir. Alors, j'allais sur Internet, je faisais toutes les boulangeries de mon quartier, la Courbevoie, Puteaux, tout ça, et j'allais me faire les boulangers parce que je trouvais ça dingue. Et c'était mon moment à moi de partir un peu la carte au trésor du pain. Et voilà, et l'accueil était là. Et puis aussi, ils ont pris des risques pour nous, parce qu'ouvrir, c'est risque sanitaire. Il y a aussi tous les salariés qui ouvrent. Et donc voilà, et je suis très heureux en fait que ce programme réponde aux attentes et les rende hommage encore plus que les saisons précédentes. On voit les scores, même si on a un couvre-feu à 18h, certains vont dire. Mais tous les programmes qui ont été diffusés pendant le confinement ont eu des beaux succès. Et tant mieux d'ailleurs. Et là, pour les boulangers, c'est le moment de leur rendre hommage. Et moi, je suis assez fier. Après, vous dire que j'ai une préférence, non, mais il y a des choses qui marquent, il y a des choses qui sont incroyables et voilà. Et chaque année, les nouveautés, c'est pas forcément ce qu'on va injecter dans le programme, mais c'est les boulangers en soi, avec des super techniques, des super délires. Sarah, des questions? Oui, on parlait de Top Chef tout à l'heure et ça a inspiré Marie qui se demande, est-ce que vous êtes toujours copain avec Jean Imbert? Toujours. Alors Jean, pour vous dire, voilà, j'ai été l'un des premiers saluer la mémoire de sa mamie. Oui, qu'il a perdu récemment. Jean, c'est toujours au téléphone. Jean, c'est parce que les gens ont mal compris. En fait, on n'a jamais été fâchés. Jean et moi, on s'aime, on s'apprécie. Il a son chemin de vie, j'ai le mien. Moi, je suis quelqu'un, et on le sait tous, j'ai toujours été à 200 000 à l'heure. Jean, c'est quelqu'un qui aime bien prendre son temps, poser les choses et faire les choses
dans son sens. Moi, je vais toujours à droite et à gauche, donc voilà, mais on est toujours en contact. Et, voilà. Et déjà, j'ai une pensée pour lui, parce que je sais que sa mamie, c'était pas que l'image, parce que j'entends des gens dire c'était l'image du restaurant, mais il avait, pour l'avoir connu vraiment dans sa vie intime, Jean, parce que c'est très, très rare de pouvoir rentrer dans sa vie intime, et d'avoir été en Bretagne chez lui, je peux vous dire que sa grand-mère, c'était son pilier, quoi. Donc tout ce qu'il raconte et tout ce qu'on voit sur ses réseaux sociaux, sur ses livres, c'est vrai. Il était vraiment très attaché à sa grand-mère. Ouais. Voilà. Alors la cuisine, comme la boulangerie, hein, d'ailleurs, c'est du partage, c'est de la convivialité, c'est de la proximité, de la chaleur humaine. C'est des valeurs que vous représentez depuis maintenant des années à la télévision. Ouais. Mais c'est aussi ce que tout le virus, le Covid-19, déteste. Est-ce qu'aujourd'hui, Norbert Tarrer vit des heures difficiles à cette époque du Covid-19 ? Ouais, j'ai vécu des heures difficiles. Imaginez, vous êtes en pleine voiture de sport. Allez, on y va, sur l'autoroute, 200 km/h. Désolé pour le radar. Pas de ceinture. Vous êtes en Allemagne, vous êtes en Allemagne. Pas de ceinture de sécurité, pas d'airbag, parce que c'est une ancienne. Et là, d'un seul coup, le Covid arrive et c'est le mur. Ouais. Et je me suis pris un mur en pleine tronche. Ouais. Donc, on arrête tout, on descend de la voiture, on est chaos technique, on se demande qui on est. Ouais. D'un seul coup, vous passez un univers, vous prenez le train tous les jours, l'avion, taxi, moto, vous partez là, vous êtes dans vos restaurants, vous partez au théâtre, vous allez en tournage, vous revenez, vous êtes à l'étranger, et puis vous avez un tout petit peu de place pour vos enfants. Eh ben, j'ai envie de vous dire qu'au début, ça fait mal. Et puis après, c'est un mal pour un bien parce que j'ai vu mes enfants. Ouais. J'ai eu beaucoup moins de temps du travail. Donc, je suis moins monopolisé par le travail. J'ai vu ma famille et j'ai enfin compris ce que c'était que d'être père. Père, c'est pas que de ramener de l'argent et de dire attendez les filles, vous voulez un cadeau, il n'y a pas de problème. C'est vrai que vous n'étiez pas très présent avant, c'est ce que vous disiez, alors que là maintenant, ça y est, vous êtes un papa présent. Un papa présent, à nouveau, un quatrième fois papa aussi, j'ai un petit garçon. Et puis, j'ai consolidé ma vie de papa et je suis très heureux. Aujourd'hui, je peux vous dire, j'ai un sentiment qui m'était jamais venu auparavant. Mes filles me manquent énormément. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une journée, là, elles sont parties à l'école ce matin pour venir vous rejoindre. J'ai la boule au ventre, j'ai envie d'aller les retrouver ce soir, quoi. Donc ça veut dire que vous ne reprendrez jamais le rythme que vous aviez avant la crise ? Alors mes filles me disent si, parce que autant elles aiment le papa poule, mais des fois je suis quand même assez casse-couille. Donc range ta chambre, fais tes devoirs, nanana. Après je reste un chef de cuisine. Vous avez envie de rester chez vous, mais vos filles ont envie que vous partiez. Ouais, m'ont dit quand même que papa t'es un peu comme le bon vin, quoi. Un petit peu c'est bien, trop ça saoule un peu, donc voilà. Vous l'aviez dit, vous avez plusieurs établissements, notamment dans les Hauts-de-Seine. Ouais. Il y a un risque de faillite pour vous, les établissements de bouche sont fermés actuellement, il n'y a pas de perspective de reprise ? Alors écoutez, je sais que ça a fait un peu, il y a des moments on m'a pris pour un prétentieux, c'est vrai que nous on a anticipé cette pandémie, c'est vrai que nous ce qui nous a intéressé c'est surtout prendre soin de nos salariés, mettre à l'abri aussi nos restaurants, et puis prendre soin de nos clients et puis notre personnel. Aujourd'hui, si on a un risque, on n'est jamais à l'abri, mais on est encore, je touche du bois, on a encore un peu de trésorerie devant nous. Et vous avez des aides de l'État aussi, j'imagine ? Oui, alors on va pas se mentir, on va pas faire. C'est les aides, c'est un placebo, c'est un pansement sur une fracture ouverte, tu vois, sur une hémorragie, quoi. Mais bon. Faut prendre. Et puis surtout, ce qu'il faut se dire, les amis, c'est qu'on est en vie. Oui. Et pour vous dire une chose, que j'en profite chez vous de le dire, moi, j'ai perdu 2 établissements avant de faire Top Chef. Des gens me disent, ouais, tu parles, d'autres chefs médiatiques parlent, mais vous avez le cul au chaud, vous avez un peu de télé. Mais moi, les amis, je ne sais pas si ça arrive aux autres chefs qui font de la télé, moi, j'ai perdu 2 établissements. Et je suis encore là. Et j'avais femme et enfant, et j'ai tout perdu. On peut tout recommencer. Et puis, il ne faut pas oublier, aujourd'hui, ce n'est pas la même situation. On n'est pas dans une vie normale. L'État va prendre ses responsabilités. Alors oui, on panique, oui, on n'est pas bien, oui, on regarde ses enfants et on leur donne des pois chiches ou des pâtes à bouffer et on se dit, putain, on n'est pas bien. On ne peut pas faire plaisir à nos gosses. Quelle frustration. Et je les comprends tout à fait. Mais il faut serrer les fesses. Ça va passer. Et l'État ne va pas nous lâcher comme ça. Et de toute façon, il ne pourra pas le faire. Donc, il va prendre ses responsabilités. Et je vous dis, les amis, patience, serrez les fesses. Qu'est-ce que je vous dise ? Moi, je l'ai vécu, j'en ai perdu 2 des établissements en même pas 1 an et demi d'affilée. Et je peux vous dire que ouais, ça fait mal. Au niveau de l'orgueil en tant qu'homme, dignité humaine et de père en plus et d'époux, vous avez les boules. Mais ça va passer. Ça va passer, il n'y a pas le choix. Et on ne peut pas nous lâcher comme ça. Nous sommes en France, on n'est pas dans un pays à la zeub comme ça, on est en France, on a des droits et on ne nous lâchera pas. Donc bien sûr, il faut ranger son frein. Et puis voilà, c'est ce que je dis à mes salariés. Moi, j'ai des salariés qui aujourd'hui m'appellent, même en chômage partiel, me disent, chef, il faut que je travaille. Mais je peux pas, je peux pas, je vais pas vous mettre 300. Il y a quand même un sentiment de mélancolie dans vos rangs, entre guillemets, parce que c'est vrai que c'est des gens qui ne demandent qu'à travailler et ils ne peuvent pas travailler. Alors oui, comme vous dites, peut-être que vous n'allez pas faire faillite, mais en attendant, c'est des gens qui ne travaillent plus. Est-ce que ça aussi, vous en prenez un coup au moral ? On en prend un coup au moral parce qu'on voit, moi je croise des gens avec qui je travaille. Alors je n'appelle pas trop mes salariés, moi j'appelle ça mes collaborateurs et mes collaboratrices. J'ai croisé un collaborateur avec sa femme qui venait d'avoir un petit bébé, je pense à Fabien. Et puis moi je suis avec mon caddie, je vois le sien, mais rien que ça déjà, t'es honteux. Moi j'ai un caddie qui est quand même à la moitié, et je vois
je vois le sien qui est un peu en bas. Tu le pousses d'un côté, puis tu vas parler avec lui. Mais même ça, déjà, tu te sens... Voilà, donc j'ai envie que les gens y retrouvent leur dignité sociale. Le plus important pour moi, c'est de retrouver qu'ils retrouvent leur dignité sociale et puis le sourire. Parce que dans mes restaurants, notre force, c'est qu'on a des très bons chefs. Je pense Gilbert, Johan, Chanel, tout Arnaud. Enfin, on a des super bons chefs. Mais la salle, donc je pense à toutes les équipes de salle, parce qu'elles sont beaucoup plus nombreuses que nous. C'est notre force dans nos restaurants. Les bistrots parisiens sont réputés dans la banlieue parisienne pour le sourire de nos services, quoi. Et voilà, je pense à eux, quoi. Je pense à eux. Et puis il y en a, ils ont eu des enfants. Il y en a un, il y a Arnaud, le chef, là, il va avoir il va être papa dans pas longtemps. Donc on a envie que ça se décoince. Mais en même temps, on est en vie. Oui. Moi, je pense toujours cette image, quand j'ai vu des sacs poubelles là, à Rungis, c'était des cadavres. Ouais. Et le mec payait 300 balles pour que son père ou sa mère ou sa tante reste dans le frigo. Alors les gars, on va relativiser. Bien sûr que c'est dur, mais on fait confiance au gouvernement. On a le droit de vote, on a élu ou pas, même si c'était pas ton choix, c'est pas grave, on a élu, il faut assumer. Et puis M. Macron, il faut lui faire confiance, c'est tout. Et puis de toute façon, à un moment, il faut rendre des comptes, donc il n'y aura pas le choix. Sarah, une dernière question. Une dernière question de Michael. Est-ce que vous avez de nouveaux projets à venir sur une chaîne du groupe M6 ? Vous a-t-on déjà proposé d'être jury dans Top Chef ? Il a 2 questions. Alors la première, jamais n'est venu à l'idée chez M6 de me passer jury. D'accord. Vous aimeriez bien ? Non. Non. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je trouve que j'ai une légitimité en tant que candidat de Top Chef, ou de conseiller. Je pourrais peut-être venir conseiller. Ouais. Mais juré, je le laisse faire à l'équipe de Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Saran et M. Perret. Non, moi je... Oh là là. Vous n'avez pas envie de vous mettre dans ces embrouilles-là ? Je ne serais même pas respecté des candidats parce que je serais tout le temps en train de faire le con. Alors, moi, je serais toujours en train de dire, attends, pourquoi... Mais ça au lave-vaisselle, mec. Mais attends, tu prends la tête. Non. J'ai pas... Alors, pourquoi je suis juré ? Alors, on me demande aussi pourquoi... Je vais répondre une question, une autre. Oui. Pourquoi Top Chef et pourquoi la meilleure boulangerie et pas Top Chef. Alors, la meilleure boulangerie, je rassure tous les boulangers, parce que c'est la question qu'ils me posent. T'es pas boulanger, t'es cuisinier. J'y vais en tant que juré, mais kidam, c'est-à-dire le client. Le client, parce que je suis restaurateur. Bon, aujourd'hui, j'ai ma boulangerie, mais avant, j'achetais mon pain chez un boulanger. Donc, j'avais toujours des exigences d'un client hyper casse-couille, mais ton pain il n'est pas coloré, mais en dessous c'est noir, mais machin, nanana. Et en fait, on m'a appelé pour ça parce que je fais aussi le client lambda qui va poser des questions qu'un professionnel pour lui c'est logique. Bien sûr. Logique, si ton pain il est saisi en dessous, alors pourquoi il a un petit goût un peu plus café, machin ? C'est parce qu'il est cuit sur la sole. Et en fait, toutes ces questions-là, je les répète chaque année parce que moi j'adore reposer les mêmes questions pendant un quart d'heure. Et voilà pourquoi je suis juré de la meilleure boulangerie. Parce que justement, j'ai une expertise de client et non pas de boulanger comme Bruno Cormeret. Merci beaucoup Norbert Tarrer, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous animez avec donc Bruno Cormeret, la meilleure boulangerie de France. C'est la 8e saison, c'est tous les jours à 18h40 sur M6 et on espère vous retrouver aussi bientôt pour la Grande Vadrouille. La Grande Vadrouille de Norbert, voilà. La Grande Vadrouille de Norbert, voilà. Le Louis de Funès de la télévision. Exactement. Merci beaucoup Norbert Tarrer d'avoir accepté notre invitation. Merci Sarah d'avoir fait l'interface entre les internautes et ce plateau. Et on se retrouve lundi pour un nouveau Buzz TV avec une actrice qui revient dans le rôle d'Alexandra L sur France 3. Il s'agit de Julie Depardieu qui sera avec nous donc lundi prochain, même lieu, même heure. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end et donc à lundi pour un nouveau Buzz TV.